Dis-moi, Clément, tu m'as dit que tu t'étais intéressé à quelques expériences de chercheurs en sciences humaines, expériences qui ont permis de mieux comprendre, si j'ai bien compris, comment on obtient le consentement des personnes, juste en les conditionnant. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots rapidement, en prenant 2 ou 3 exemples? Oui, bien sûr. Je vais en évoquer 3 célèbres, probablement parmi les plus connus. La première expérience, le premier cas montra que le groupe a une influence sur notre propre opinion. Cette démonstration fut nommée l'expérience de Salomon H. Alors, au début des années 50, un psychologue montre que dans un groupe, si une majorité donne une réponse fausse à une question simple, par exemple, quelle est la corde la plus longue, A, B ou C? Eh bien, 37% des personnes vont se laisser influencer par le groupe et donner la même réponse fausse. Autrement dit, en supposant que la corde B soit à l'évidence la plus longue, si le groupe affirme de façon unanime et catégorique que c'est la corde A la plus longue, alors la personne, pensant que c'est la corde B, se laissera influencer dans 37% des cas et dira alors que la corde A est la plus longue. Cette expérience de Raj montra également que si cette unanimité est brisée, c'est-à-dire qu'au moins une personne dit la vérité, à savoir que la corde B est plus longue, alors la pression diminue sur la personne et elle tend à donner la vraie réponse. Cela signifie que les décisions de tout un chacun au sein d'un groupe sont en partie conditionnées par lui, par la façon dont le groupe agit, pense, parle et décide. Nous avons donc tendance à aligner nos perceptions, nos conduites et nos croyances sur la pensée dominante de la société dans laquelle nous vivons, puis à nous caler sur des idées préconçues bien plus souvent que nous le pensons. Nous sommes des êtres influençables au point d'aller contre l'évidence, soit parce que l'on se convainc que le reste du groupe a raison, soit parce qu'on a peur de ne pas être vu comme les autres membres du groupe et exclu pour cela. Je laisse à chacun le soin de faire le lien entre l'expérience de Salomon H et l'expérience planétaire grandeur nature de la Covid-19. Ce fameux psychologue, Salomon H, fut le directeur de thèse du psychosociologue Stanley Milgram, connu pour la célèbre et inquiétante expérience qu'il mena quelques années plus tard autour de l'obéissance d'êtres humains confrontés à l'influence d'un scientifique, c'est-à-dire d'un expert. Le chercheur analysa le processus de soumission à l'autorité lorsque sont présents dans une situation des problèmes de conscience et de désobéissance. Revenons en 1960 et imaginons la scène. Un élève, un professeur et un expérimentateur en blouse blanche sont réunis. Cette expérience implique donc 3 acteurs, dont 2 sont complices. Le premier, c'est-à-dire l'élève, est un comédien, complice de l'expérimentateur. Il est censé savoir une liste de mots par cœur, prendre une décharge électrique à chaque fois qu'il se trompe et faire semblant de souffrir lors de la décharge. Le second, c'est-à-dire le sujet de l'expérience, doit faire apprendre les mots à l'élève, puis lui envoyer des décharges quand l'élève se trompe. Le troisième personnage en blouse blanche, c'est-à-dire l'expérimentateur, dit au sujet ce qu'il doit faire, mais sans le menacer. C'est la figure, donc, cette blouse blanche, c'est la figure de l'autorité et de l'expert. Il se contente de suggérer au sujet de l'expérience de continuer à envoyer des décharges de plus en plus violentes en cas de mauvaise réponse de l'élève. Et il explique clairement au sujet qu'il ne sera jamais responsable des conséquences sur l'élève. Au final, on a constaté que 62,5% des sujets étaient prêts à tuer l'élève, uniquement parce qu'on leur ordonnait
La moyenne des chocs fut de 360 volts. On a souvent fait référence à cette expérience d'obéissance pour expliquer ce qui avait pu se passer sous le régime nazi. En effet, cette expérience a permis de comprendre en partie pourquoi des personnes acceptaient de torturer, voire de tuer, sur simple ordre hiérarchique. La reproduction de cette expérience, réalisée ultérieurement dans d'autres pays, a donné des résultats entre 50 et 87% de soumission, et il a été noté que cette soumission ne dépendait ni du sexe, ni du niveau culturel d'une personne. Deuxième expérience, un peu dans le même sillon, c'est celle d'un professeur d'histoire dans un lycée de Californie. Ce professeur créa dans un but expérimental un groupe dont l'idéologie consistait à faire de la démocratie un régime à abattre. Il nomma ce mouvement la troisième vague, établissant, sans le dire directement aux élèves, un parallèle avec le Troisième Reich. En fait, cette expérience sur le fonctionnement de la dictature et la manipulation des foules était réalisée dans le cadre tout simplement d'un cours sur l'Allemagne nazie. Le but étant juste pour ce professeur que ses élèves comprennent comment un génocide se met en place avec l'aval d'une population. Cette mise en situation était basée sur une valorisation extrême de la discipline, de l'esprit de groupe, ainsi que de l'idée que la communauté est plus importante que la personne. Il se trouve que ce professeur a dû stopper au bout de 5 jours l'expérience en raison de son succès, mais surtout du malaise qu'elle avait produit. Le professeur reconnut à l'époque que son expérience avait été pour lui-même assez effrayante. Pourquoi? Eh bien parce qu'il avait constaté la malléabilité et l'obéissance aveugle dont les adolescents de sa classe avaient fait acte. Troisième et dernier exemple, troisième expérience, celle-ci fait référence aux techniques de contrôle mental par l'utilisation de stimuli et de drogues. C'est le tristement célèbre projet MK-Ultra de la CIA de 1950 à 1973, projet approuvé par l'administration américaine qui fut d'une cruauté inouïe pour les sujets. Le projet MK-Ultra est lancé en avril 1953 par le directeur des services techniques de la CIA, dont le petit surnom était la boutique des horreurs, ce qui en dit long. Été 1977, les USA rendent publiques des informations secrètes concernant l'utilisation de drogues sur des sujets généralement non consentants. On trouve à l'époque quelques volontaires, dont l'écrivain Ken Kesey, je ne sais pas comment on dit Kesey, auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vous savez, ce film qui est sorti au cinéma, qui est passé plusieurs fois à la télé, qui est réalisé par Milos Forman. Donc cet auteur va tester des produits psychédéliques sous l'égide de la CIA. Les archives du projet ayant été détruites en 1972 sur ordre du directeur de la CIA, ce sont des auditions de centaines de témoins qui vont permettre de reconstituer plus ou moins cet épisode MK-Ultra, mais ce n'est que vers 2007 que l'on est arrivé à connaître le contenu exact de ce projet. Le but de ce projet était d'étudier des techniques de contrôle mental grâce à l'hypnose, à la drogue, ainsi qu'à l'apprentissage, par conditionnement bien sûr, de savoir inculqué par des stimuli basés sur des récompenses et des punitions. À cette époque, le grand public apprend aussi que la CIA a financé des programmes sur le contrôle mental dans 80 institutions, dont 44 collèges et universités. Alors, comment ont-ils justifié de telles actions? Eh bien, fut avancé l'argument que les soviétiques et les communistes chinois menaient des projets équivalents dans le cadre de la guerre froide. Quoi qu'il en soit, retenons que les expériences furent réalisées sur des sujets en majorité non consentants,
et qu'elles impliquèrent, outre ce qui vient d'être énuméré, des électrochocs, des privations de sommeil, des comas artificiels, des privations sensorielles, ainsi que tout ce que le cerveau humain tordu peut imaginer pour développer des méthodes de déstructuration et de contrôle du cerveau de son prochain. MKUltra ne fut jamais conçu pour une amélioration de la condition humaine, bien entendu, mais pour la création de sortes de super soldats. Au passage, notons que d'anciens tortionnaires nazis et autres détraqués furent engagés par la CIA pour former leurs agents, notamment les médecins et les scientifiques qui étaient passés entre les mailles du filet durant le procès de Nuremberg. En résumé, au-delà de ces trois exemples, ce que j'ai envie de dire, c'est soyons conscients que la manipulation mentale est un fait confirmé par les expériences, qu'elle peut se faire de manière douce ou plus agressive, qu'elle repose sur des méthodes précises et efficaces, qu'elle nous conduit à accepter quelque chose à notre insu et à adopter un comportement de circonstance.